qu'est-ce que ça va donner? La question qui fâche. La question qui fâche, alors il y en a plein de questions qui fâchent, hein, mais il y en a une par-dessus les autres, c'est le besoin d'avoir raison, le besoin d'obtenir, donc c'est les attentes. Quelles attentes avons-nous? Et donc la question qui fâche, c'est celle que j'ai proposée à Karine, que j'ai personnellement expérimentée. Je ne sais pas comment c'est venu, mais bon, je vous la partage parce que je vous dirai pas comment c'est venu parce que c'était presque de l'ordre du miracle. Comment poser une question comme ça? Comment? Enfin, voilà. Mais bon, dans le moralisme chrétien, cette question-là, elle fait sens, quoi. Mais bon, moi, je suis pas dans le moralisme chrétien, donc, je sais pas. C'est venu comme ça. Donc la question, c'est quoi déjà? Comment elle est faite? Elle commence d'une façon. J'aime pas la poser autrement parce que du coup elle n'a pas la même vibration. Je cherche la vibration de la question. Ah, c'est compliqué, hein? Attention. Est-ce que cette question peut devenir un mantra? Faut faire attention, hein, parce que du coup c'est pas très intéressant. Faut pouvoir choper la vibration en fait. Parce que là j'ai pas la bonne vibration, donc je vais vous la donner très 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 mal. Bon, s'il faut, quand je retrouverai la vibration, je la mettrai dans les commentaires. Enfin dans le truc en dessous de la vidéo. Donc vous voyez là, c'est pas maîtrisé le truc. Hein. Donc c'est quoi que je peux faire pour toi? En quoi je peux faire quelque chose pour toi? Non, mais là, voilà. Quand on a chopé la vibration de la question, on la pose bien. C'est ça en fait. Mais c'est bien, c'est la démonstration par l'absurde, enfin par le contraire, par le paradoxe. Si on n'a pas la vibration, on ne peut pas poser la question telle qu'elle émane la vibration. Bon. Comment est-ce que je pourrais la faire remonter? Comment est-ce que je peux faire remonter cette question? Que puis-je faire pour toi? C'est moche, ça fait ça fait je sais pas comment, ça fait je sais pas quoi, c'est pas ça du tout la vibration, ça fait pas prout prout, que puis-je faire pour toi? Bon, eh ben on va rester là-dessus, hein, devant cette incapacité. Bon, quand la vibration est là, bon la question je vous la mettrai en bas, hein, parce que heureusement je l'ai marqué quelque part. Mais Doris étant là, c'est compliqué de lui faire trouver des choses. Donc comme là je suis dans du mémoriel et que je suis pas dans du flux de parole, quand on est dans du mémoriel, on peut pas avoir les vibrations qu'il faut. Mais bon, c'est pas bien grave. La mémoire aussi c'est bien, on peut s'en servir, c'est toujours un outil quoi. Donc quand on a ce passe-partout avec la bonne vibration, c'est-à-dire avec la bonne harmonique, avec la bonne tonalité, et ben la porte elle s'ouvre. Voilà. La porte elle s'ouvre et la porte elle s'ouvre donc sur quelque chose. La question c'est bien sûr quand vous demandez à l'autre dans la relation, dans le conflit, quand il y a un conflit d'intérêts, c'est toujours un intérêt qu'il y a, c'est-à-dire les intérêts de l'un s'opposent aux intérêts de l'autre. Les besoins de l'un s'opposent aux besoins de l'autre. C'est pour ça que c'est bien de remplacer le besoin par l'envie, comme dit Daniel Balavoine. L'envie c'est autre chose parce que du coup ça dépasse le besoin et l'envie c'est du plaisir, c'est du fun, c'est de la joie. C'est pas l'envie dans le sens d'être dans la convoitise, c'est une envie autre, c'est une envie de vivre, c'est une respiration, c'est un mouvement, voilà, c'est cette envie-là dont il parle, Daniel Balavoine. Et le besoin, alors bien sûr, Bernard parle des besoins, mais c'est un contexte. Donc les besoins, c'est important, comme dit Bernard, de savoir y répondre et d'y être attentif et de savoir les repérer. Mais là, on parle d'un besoin vampirique. C'est-à-dire, on va demander à l'autre quelque chose et lui, il va demander quelque chose. Et du coup, ces deux besoins vampiriques vont s'affronter et ça va donner le conflit relationnel. Et de là vont naître des émotions totalement pas neutres, quoi. Donc des émotions chaudes.
Et ça, on ne pourra pas dire ça me fait ni chaud ni froid, on va dire ça chauffe les nerfs, c'est l'ascenseur émotionnel, donc on passe de tout va bien, c'est l'amour fou, ou c'est la grande amitié, et puis tout d'un coup il y a un truc qui clash, et puis on monte dans les tours, et puis tout de suite c'est l'effet cocotte minute, il fait super chaud dans la carcasse, et du coup la cocotte est en train de bouillir, quoi, ça bouillonne, parce qu'il y a un truc qui nous a fait chier, quoi, voilà. Donc c'est là que ça se passe. Là, précisément ici, c'est là qu'il y a le nœud gordien. Voilà. Et Marc Aurèle, il disait, comme Bernard, Marc Aurèle disait le nœud gordien, tu prends l'épée, tu n'essaies pas de le défaire, de machin, truc bidule. Et c'est là qu'on va discuter de ça. Le nœud gordien, si tu essaies de le défaire, il est tellement bien fait, avec les programmations subatomiques, subconscientes, bien entendu, et qui donc sont dans le mental des cellules complètement gravées, c'est des engrammes, quoi. Donc c'est tellement bien fait, c'est tellement inextricable, c'est tellement le labyrinthe du Minotaure avec le fil d'Ariane. C'est ce fil d'Ariane en fait qui à un moment donné, le fil d'Ariane il est comme ça, et au milieu du fil d'Ariane il y a le nœud gordien. Et donc Marc Aurèle il dit le nœud gordien tu le défais pas en essayant de le trafiquer, quoi, de le truquer comme il dit Bernard. On truc. Tu le défais avec l'épée. Clac, l'épée de la parole. Et c'est quoi l'épée de la parole? Bon, voilà, je mettrai le petit article écrit là il y a 2 minutes là-dessus, suite à la question de Karine. Donc, comment dire à quelqu'un ce qu'on a à lui dire sans le blesser? Donc, comment faire valoir ses besoins tout en respectant les besoins de l'autre? C'est ça qui est compliqué. C'est qu'à chaque fois, on est avec ces deux intérêts qui s'opposent. Et que au milieu, il faut trouver un compromis. Le compromis, c'est le nœud gordien. Alors, on va continuer à danser comme ça, sur la pointe des pieds, sur le fil du funambule, pendant combien de temps? Voilà. Ça peut durer toute une vie, et puis des vies successives, cette histoire-là. Voilà. Donc oui, effectivement, on peut faire des compromis, on peut mettre de l'eau dans son vin, on peut dire les choses gentiment, mais c'est des attitudes. C'est du moralisme, c'est de l'attitude chrétienne, quoi. C'est-à-dire c'est des bons sentiments, c'est de la sensiblerie. Alors je dis pas que c'est mal, bien entendu, évidemment. Et là, moi j'ai bon dos de dire ça, là, parce que moi j'ai fait ça jusqu'à lundi, quoi, tu vois. J'ai fait ça jusqu'à lundi en me disant, le taux vibratoire, tu vois. Heureusement, dans mon titre, j'ai marqué le taux vibratoire et pas équilibrer le taux vibratoire. Ah, j'ai pas fait exprès, mais bon, ça s'est écrit le taux vibratoire. Et il n'y a pas. Au début, j'avais commencé à mettre l'équilibre du taux vibratoire, puis ça finit par disparaître tout seul. Et pour cause, parce que c'est pas l'équilibre qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de ménager la chèvre et le chou, et puis voilà, parce que sinon c'est l'ascenseur émotionnel. Vous connaissez le truc. Et puis voilà, quoi. Et on est au bout de ces deux bouts, là, comme des marionnettes, c'est-à-dire qu'on est comme, vous savez, ces balançoires, là, pour les gosses, là, ding ding, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi. C'est la balançoire émotionnelle, quoi. Donc un coup je gagne, un coup c'est toi qui gagne, et puis mais du coup on échange les rôles de vainqueur et de vaincu, et dominant-dominé toujours, quoi. Voilà. Mais bon, des fois on arrive à trouver un compromis où c'est gagnant-gagnant. La nouvelle voie, là, gagnant-gagnant. Bref, on n'en est pas sorti même avec gagnant-gagnant. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut aller observer ça? C'est que quand vous demandez à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais avec la bonne vibration, parce que là, il n'y est pas. Bon, bref, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il va être étonné, je vous assure. C'était sans doute la première fois que je demandais ça comme ça, et du coup, avec la vibration, c'était vraiment l'intention. Et je savais pas ce qu'il y avait derrière. Mais, je sais pas, il y a eu un éclair de comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Elle m'a dit l'autre fois, une amie, un éclair de... Alors, c'est pas de génie, c'était autre chose. C'est pareil, je me rappelle plus. C'était bien dit aussi. L'éclair... Un éclair de lumière, un éclair de je sais plus quoi, enfin bref. C'était la bonne formule encore, parce que sur le moment c'est toujours la bonne formule, mais là quand on la recherche avec la mémoire, c'est jamais la bonne formule. Donc voilà, il y a eu un éclair, et puis ça s'est dit tout seul avec la bonne intention et tout,
Et puis ben, mon autre en face, il était super touché, super étonné et tout. Il m'a dit, ah, c'est presque, j'ai passé pour la méchante, jamais j'avais prêté attention à ses besoins. C'était pas son intention, hein. Mais du coup je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais prêté attention à ses besoins. C'est moi qui me suis dit ça. C'était pas dans son intention de faire passer ce message, parce que vraiment il était juste dans... Vraiment, il était juste émerveillé, quoi. Et moi, par contre, je me suis dit, mais s'il est émerveillé comme ça veut dire qu'en fait, je l'ai jamais fait, ça. Je l'ai jamais fait. Ah, j'ai toujours été bienveillante, toujours aux petits soins, aux petits oignons et tout, mais c'était toujours des attitudes de moralisme et des échanges énergétiques. Je te donne ça, mais j'espère que toi, en retour, il y aura aussi le retour d'ascenseur, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours des attitudes de moralisme. Et je me suis rendu compte de ça, quoi, à sa réaction. Alors, quand vous faites ça, évidemment, vous allez tester le truc et l'autre en face, il va, bon, être étonné, suivant l'harmonique que vous aurez derrière. Il sentira la vibration ou pas, ou plus ou moins, enfin, en tout cas, voilà. Et ce qu'il va vous dire peut vous déstabiliser parce que vous savez pas, en fait, ce que l'autre, il aurait besoin de vous. Vous pouvez être étonné et tomber de haut, quoi. Hein. Et si vous lui demandez vraiment la question, et si vous allez le chercher dans son réel besoin, il peut même lui être étonné de découvrir ce qu'il a vraiment besoin venant de vous et qu'il n'a jamais osé regarder. Donc ça fait qu'en fait, vous allez regarder ça, ce qu'il va vous dire, et lui aussi va regarder ce qu'il va vous dire. Et vous allez faire le travail avec ça. Mais lui, il va se dire, du coup, elle va me donner ce dont j'ai besoin là tout de suite. Enfin, peut-être que même il va se dire, bon, je lui dis ça, mais elle va jamais y arriver parce que c'est tellement compliqué pour elle ou pour lui que c'est un truc, je demande, mais je sais bien que je l'aurai jamais, quoi, parce que c'est le truc, genre l'Himalaya, quoi. Dans la relation, il y a des Himalayas comme ça. Hein. C'est des choses qui sont difficiles, hein, voilà. Et donc, dans ce qui m'est arrivé, moi, lundi, c'était un Himalaya, je peux vous le dire. Un vrai Himalaya qui nous pose problème depuis bientôt 12 ans. Ça fait 12 ans que ça dure, quoi, l'Himalaya. Donc, encore l'Himalaya s'est représenté, là. Et puis, bon, il me l'avait dit d'autres façons, enfin bon, mais sous des formes de reproches, quoi. Et là, c'était sous la forme d'un besoin. Donc, du coup, ça s'entend autrement. On entend mieux un besoin qu'un reproche. Un reproche, on va plutôt putain, mais non, t'es pas pris, Bon, quand c'est un besoin qui est exprimé, on se dit, on peut-être écouter un peu, parce que c'est dit gentiment, c'est pas dit sans. Enfin, c'est pas dit avec de l'agressivité, de la rancune ou quoi. Donc c'est différent. On peut le recevoir mieux. Et effectivement, on le reçoit mieux. Mais là, ça m'a confronté, quoi. Ça m'a confronté quand j'ai eu cet Himalaya qui s'est représenté encore devant ma face. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais. Et puis donc, on pourrait penser que l'autre, il va s'attendre à ce qu'on résolve le truc, mais même s'il est assez conscient de cet Himalaya qui nous met devant le nez, il pourrait quand même attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et effectivement, on pourrait prendre la solution que de développer une attitude. On pourrait développer une attitude. J'ai eu bien sûr ce premier réflexe, me dire je vais développer une attitude. J'ai pas dit je vais développer une attitude, mais c'était le rail qui s'est présenté. C'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais faire donc pour modifier mon comportement et puis que du coup je le mette pas dans cette position douloureuse à chaque fois que je me conduis comme ça. J'ai réfléchi d'abord de cette manière-là. Donc j'ai réfléchi à la délicatesse. J'ai réfléchi à la délicatesse. Je me suis dit comment est-ce que je pourrais être plus délicate, quoi. Comment est-ce que je pourrais être plus respectueuse. Donc comment est-ce que je pourrais être davantage dans l'amour réel. Voilà. Bon, déjà, c'est pas trop mal parti, quoi. On pourrait croire. A-t-elle cru, la fille? Et oui, j'ai cru. Donc, et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que je tournais en rond, que en fait, ce que j'ai conscientisé, c'était que oui, je pourrais développer une attitude comme ça, de bienveillance, de délicatesse et de faire attention à l'autre, d'être dans le soin, la prise en soin, quoi. Et je me suis visualisée là-dedans, je me projetais sur l'écran mental, tout ça. Et puis j'ai bien vu que plein de fois, je me projetais dans des situations, et plein de fois, il y avait le corps émotionnel qui revenait à la charge et qui ramenait sa fraise, quoi. Et qui disait non mais ça va pas le faire là.
Et moi alors? C'est ça le problème, c'est que si on développe une attitude de bienveillance et de délicatesse, il y en a un autre derrière là, le corps là, ding ding ding, qui fait... Voilà, c'est le roi de la jungle quoi. C'est vraiment la jungle quoi. Je vous dis pas les lianes et tout qui s'entremêlent là-dedans. Bref, donc ça le fait pas quoi. Ça peut marcher un temps si on est vigilant. Voilà, la vigilance, ouais. Mais ça veut dire que du coup, cette vigilance-là, ça va être qu'on va passer de le fil d'Ariane avec le nœud au milieu, sera toujours là le nœud, et on va aller faire ça, tac, tac. Et puis là, il arrive un truc, encore une petite chose là qui vient titiller la cocotte, et la cocotte minute, elle explose à nouveau quoi. Voilà. Donc j'ai visualisé ça et je me suis dit non mais là c'est pas possible. Parce que du coup c'est un effort. Krishnamurti il dit bien que le réel c'est sans effort. Ouais. Donc là je me dis là il y a un problème quoi. Et j'ai commencé à feuilleter le bouquin intérieur et à regarder un petit peu toutes les ombres qui étaient à la cause de ce comportement quoi. Et c'est là ce que je parlais à Karine, c'est quand on veut vraiment répondre à la question sans attitude moraliste, du moralisme bienveillant et délicat, c'est déjà très très bien, c'est déjà très très bien, eh bien on va essayer de trouver dans le fil d'Ariane l'endroit où il y a le nœud. Voilà. Parce qu'en fait, le nœud, on ne le voit pas, le nœud gordien, on ne le voit pas, et on tire la couverture à soi, et chacun son tour, comme ça. Et du coup, le fil d'Ariane, il fait ça, quoi. Et en fait, quand il y en a un qui va tirer le fil d'Ariane, donc quand on va lui dire, bon, de quoi est-ce que tu as besoin, en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et bien lui, il va tirer le fil d'Ariane à lui. Et ça va faire que du coup, on va être ramené vers lui, vers ses besoins, et vers la question comment y répondre. Mais ça va faire que c'est en déséquilibre, parce que du coup, le risque, c'est que nous, on perde du bénéfice sur nos besoins à nous, forcément, puisque nos besoins s'opposent toujours. On n'est pas ensemble avec quelqu'un par hasard, voilà, il faut savoir ça. Allez voir Normand Pinard, la fonction de l'amour, et l'amour, c'est 2 audios qui sont super. Normand Pinard, là pour ça, il est fort. Donc voilà, quand l'autre il tire la couverture à lui, enfin le fil d'Ariane, parce que du coup ici c'est pas, si on pose cette question et qu'on a un besoin qui est évoqué, on n'est pas dans je tire la couverture à moi, on est dans je tire le fil d'Ariane vers moi, et du coup c'est à toi de répondre et de rétablir l'équilibre dans la position classique de résolution des conflits. C'est ça qu'on fait, on va chercher un compromis pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, voilà. Et bien là je vous propose autre chose en fait, c'est d'aller regarder en quoi le besoin de l'autre s'oppose à mes besoins. Donc je regarde mes besoins, pourquoi ça s'oppose, et derrière mes besoins, je vais aller voir mes peurs. Parce que nos besoins sont des compensations à nos peurs. Et là, je vous dis, c'est là que vous faites face au dragon, que vous tapez à la porte du jardin d'Éden où se trouve l'arbre de vie derrière, et qui est gardé par la dualité, les 2 anges de la dualité, les 2 enjeux, c'est des enjeux, et cette épée flamboyante qui tourne, c'est l'épée de la parole, c'est-à-dire la parole, c'est comment l'esprit va vous guider, vous, intérieurement, pour aller voir vos peurs. Voilà, simplement. Et c'est l'esprit qui guide, donc l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. Il en est parlé dans Hébreux 4.12, que je cite très souvent parce que pour moi c'est l'outil de résolution du nœud gordien. Voilà. C'est-à-dire que quand vous comprenez ce qui est marqué dans Hébreux 4.12, complètement de manière énergétique, vous avez toutes les clés pour réussir le combat avec le dragon. Avec le dragon. Et pas contre le dragon, c'est-à-dire que le dragon, c'est juste une figure allégorique, hein. Il n'y a pas un dragon en vrai, quoi. On a juste des archétypes, même si on voit des dragons dans l'astral, etc., ça n'a rien de réel, quoi. L'astral, ça n'a rien de réel, c'est juste des constructions de particules gravitationnelles, donc des impressions mémoire, qui sont gravées sur un disque, qui est le disque du subatome et du subconscient, c'est la même chose. Donc du coup, si on a des archétypes qui viennent, il faut juste les interpréter, et non pas les prendre pour argent comptant. Voilà.
C'est pas de l'argent comptant, c'est pas du premier degré, c'est du symbole. Et le symbole, ça s'interprète. C'est-à-dire que le symbole, il cache toujours des peurs. Toujours. Donc il faut aller chercher derrière le symbole, quelles sont les peurs, quel est le questionnement qui vous met en chauffe. Qu'est-ce qui vous chauffe? Regardez quand ça chauffe. Regardez de quoi vous avez peur. C'est là qu'il faut regarder. C'est là le vitriol alchimique, c'est là le dragon, c'est là l'œuvre noire, etc., etc. Voilà. Et après, du coup, le reste se fait. C'est un processus. Et quand vous enclenchez le truc, quand vous dites « Ok, je vais faire le travail », c'est-à-dire je vais regarder, je vais vitrioler, c'est observer ce qui se passe, j'étudie ce qui se passe, et là, du coup, je regarde. Et quand je regarde, ça se rectifie. Je peux vous dire, ça le fait. Parce que quand j'ai observé le truc, quand j'ai vu à quoi ressemblaient mes peurs, comment est-ce qu'elles fonctionnaient, il y a des articulations, c'est une vraie horlogerie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est comme le temps dans le film d'Alice, là, le deuxième volet d'Alice de Tim Burton. C'est en rapport avec le temps, et donc il y a tout le mécanisme et tout. Et je me suis endormie en regardant ce film, donc je ne l'ai jamais vu. Donc je suis en train de me dire que c'est depuis qu'avec Yannick et compagnie, on se marre, Sylvie et Yoshi, on se marre sur des trucs de gouroutisation et tout ça. Et du coup, j'ai ressorti ma cuillère, bien sûr, et ma fascination pour Tim Burton et Alice, hein, parce que Alice, c'est vraiment une figure qui permet de rentrer dans l'inconscient. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Et Alice, il y a énormément de clés, c'est un peu comme Star Wars. Il y a énormément de clés dans Alice, de Tim Burton surtout, qui est vraiment bien travaillé. Et les deux volets, hein, les deux volets. Donc je me suis fixé là comme objectif suite à cuillère et tasse. Suite à ça, je me suis dit, punaise là, faut que tu ailles voir le second volet d'Alice que tu dormais, que à chaque fois tu t'endors. J'ai essayé 2 fois de le regarder, à chaque fois je me suis endormie au moment de l'horlogerie. Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Alors le moment de l'horlogerie dans Alice numéro 2, c'est la même chose que le moment où elle affronte le Jabberwocky. Le moment frabieux. Voilà, l'instant de basculement. Donc où elle affronte le dragon. Le Jabberwocky, c'est le dragon. Et donc le moment de l'horlogerie, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, je vais encore bosser un peu, quoi. Pour comprendre les mécanismes. C'est vrai que c'est intéressant après pour pouvoir partager et puis avancer, quoi. Avancer. On avance, oui, c'est une évidence. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait.